Ce podcast vous est offert par Luminus, le partenaire énergie de votre entreprise. Vous écoutez Z sur 7, le podcast quotidien de Trends Canal Z. Nous sommes aujourd'hui le mercredi 4 juin. Votre podcast aujourd'hui est écrit par Arnaud Huard et animé par Jean-Pascal Ledoux. Bonjour à toutes et tous. Aujourd'hui à la une de votre épisode, la fusion de deux sociétés immobilières belges. C'est vraiment un deal historique. Ensuite, la région wallonne va injecter 100 millions d'euros dans le groupe FN Browning. Pour financer un plan d'investissement très ambitieux. Et pour finir, nous retrouverons Peter de Keyser pour analyser la proposition du CDNV d'allonger le congé parental en Belgique. Z sur 7 à la une. C'est un mariage historique. Après des semaines de rebondissements, les deux sociétés belges Aedifica et Cofinimo vont fusionner. Elles sont actuellement concurrentes, toutes deux cotées sur le Belvin et actives dans un secteur particulier, l'immobilier des soins de santé et plus particulièrement des maisons de repos. Frédéric Renard, expert immobilier chez Kepler Chevreux. C'est vraiment un deal historique. C'est une des premières fois qu'on voit évidemment deux groupes immobiliers en Belgique fusionnés. Ça va donner une taille en termes d'actifs de 12,1 milliards d'euros, donc c'est pas peu. Et derrière, ça va être aussi un acteur assez important en Europe. Sur le marché immobilier coté, la market cap combinée de deux groupes va représenter plus ou moins la 8e plus grosse société. Une fusion qui va permettre au nouveau géant d'être plus efficace sur le plan stratégique, opérationnel et financier. Frédéric Renard. Stratégique, puisqu'évidemment le groupe va devenir plus important, sera plus liquide, va être regardé par plus grand nombre d'investisseurs. Opérationnel, puisqu'ils opèrent un petit peu de la même manière, ils ont plus ou moins les mêmes pays dans lesquels ils sont actifs, la même type de structure de coûts, donc pour le coup il y a des synergies assez évidentes. Et puis finalement financière, puisqu'un groupe un peu plus important va permettre à la société de bénéficier de conditions plus favorables sur les marchés des capitaux, notamment les marchés de dette. Cette fusion n'est pas le premier mouvement observé dans le secteur depuis le début de l'année. Il faut dire que l'immobilier coté a subi de fortes baisses ces dernières années. Et en cause, la remontée des taux d'intérêt. Frédéric Renard, expert immobilier chez Kepler Chevreux. C'est un secteur qui a eu beaucoup de difficultés ces 3 dernières années, évidemment dans un contexte où les taux ont repricé énormément. Et évidemment, ça a créé des opportunités, non seulement dans le secteur, où on voit par exemple maintenant du Aedifica et Cofinimo ensemble, mais aussi à l'extérieur du secteur, où des fonds de private equity ont été intéressés par certains acteurs. Notamment en début d'année, on a vu une transaction ou deux transactions en fait au Royaume-Uni dans le secteur des soins de santé. Ce sous-segment a un avantage. On aura toujours besoin de se soigner. Il risque donc peu d'être impacté par les droits de douane et le ralentissement du commerce mondial. Z sur 7 à la une. Avec un chiffre d'affaires de 934 millions d'euros en 2024, le groupe FN Browning se porte bien. Vu le contexte géopolitique, c'est surtout le pôle défense et sécurité qui tire les chiffres vers le haut. Pour répondre aux besoins de croissance de ce pôle, la région wallonne a décidé d'injecter 100 millions d'euros supplémentaires dans le groupe dont elle est l'unique actionnaire. Olivier van der Elst, président de Wallonie Entreprendre, nous explique. Depuis 2014, FN Browning a distribué 166 millions de dividendes à Wallonie Entreprendre. Et nous avions toujours dit, quand il y aura d'importants projets d'investissement, des projets stratégiques, nous serons au rendez-vous pour financer la FN, pour augmenter son capital. C'est ce que nous faisons aujourd'hui, 100 millions, auxquels s'ajoute une mobilisation par la FN de sa trésorerie et du financement bancaire pour financer un plan d'investissement très ambitieux. On se rappelle qu'en juin 2024, le groupe avait signé un partenariat de 20 ans avec la Défense pour augmenter ses capacités de production. Avec des fonds propres de plus de 250 millions d'euros, le groupe belge est en bonne position pour réaliser ses ambitions stratégiques. Son CEO, Julien Compère, nous parle des ambitions. La première, c'est de finaliser l'acquisition de Sofisport, qui est une société leader mondiale dans le domaine de la munition, qui est une grosse acquisition, puisque c'est 1000 personnes, alors que le groupe chez nous fait 3000, donc c'est plus ou moins un tiers de la taille du groupe FN Browning. C'est aussi l'investissement dans l'augmentation de nos capacités de production pour faire face à cette demande complémentaire, et c'est aussi les investissements nécessaires pour le partenariat stratégique avec la Belgique, la reconstitution d'une capacité munitionnaire.
Côté investissement, en 2024, le groupe belge a injecté 57 millions d'euros essentiellement dans ses installations industrielles. Chaque année, la maison mère de la FNR Stahl investit également 10% du chiffre d'affaires du pôle défense dans la recherche et le développement. Julien Compère, CEO de FN Browning. On sait que c'est un des gros game changers du conflit en Ukraine, c'est la dronisation des conflits et nous sommes plutôt actifs dans le domaine de la lutte anti-drone. Alors on a des effecteurs, des lanceurs qui peuvent être notamment des systèmes téléopérés comme vous en avez derrière moi, mais ça peut aussi, on a besoin d'une couche applicative pour mettre là des développements software, notamment pour le tracking. Et là, il y a des compétences à l'Université de Liège et donc ce partenariat nous permet là aussi d'aller développer nos compétences. Seul bémol annoncé hier par la direction du fabricant d'armes, le chiffre d'affaires du pôle chasse et du tir sportif affiche un recul en Europe et en Amérique du Nord, les deux marchés principaux de Browning et Winchester, deux filiales du groupe belge. Z sur 7, les dessous du pouvoir. Peter de Keyser, économiste et entrepreneur, fait le lien entre entrepreneuriat et politique. Aujourd'hui, nous nous penchons avec Peter de Keyser sur un sujet brûlant, la proposition du CDNV d'allonger le congé parental en Belgique et d'introduire des services de garde d'enfants sur le modèle scandinave. Mais est-ce une bonne idée ? Commençons par la base. Pourquoi l'allongement du congé parental ne contribue-t-il pas à augmenter le taux de natalité ? Alors l'idée qui sous-tend l'augmentation du congé parental est qu'elle permet aux parents d'avoir plus facilement des enfants, tant que sur le plan financier que pratique. Dans la pratique, de telles mesures ont peu d'effet sur les taux de natalité. C'est ce que l'on constate dans plusieurs pays qui essayent des mesures similaires depuis des années. Prenons l'exemple de la Suède. Les parents y bénéficient d'un congé parental rémunéré pouvant aller jusqu'à 480 jours qu'ils peuvent répartir de manière flexible, ainsi que des services de garde d'enfants largement subventionnés. Pourtant, les taux de natalité continuent de baisser. En France, il existe de généreuses allocations familiales qui augmentent pour chaque enfant supplémentaire, ainsi qu'un système d'allègements fiscaux pour les familles. Malgré ces mesures, nous ne constatons pas d'augmentation significative des naissances. Ou encore l'Allemagne, elle a introduit en 2007 une allocation généreuse pour les parents qui restent à la maison. Mais des études montrent qu'en effet, à long terme, est minime. Pourquoi ? Parce que le choix d'avoir des enfants n'est pas seulement une question d'argent. Les gens prennent également en compte les options de carrière, le mode de vie, les prix de l'immobilier et les normes sociales. L'octroi d'un congé supplémentaire ne change rien à ces considérations plus profondes. Vous avez déjà mentionné la Suède, la France et l'Allemagne. Mais quelle est la situation réelle des taux de natalité dans les autres pays ? Quelles sont les tendances ? La baisse des taux de natalité est une tendance générale dans le monde entier. En Belgique, le taux de fécondité, c'est le nombre moyen d'enfants par femme, se situe autour de 1,5 en 2023. Ce chiffre est bien inférieur au taux de remplacement de 2,1 nécessaire pour maintenir la population stable sans migration. Regardons d'autres pays. En Suède, avec toutes ces mesures généreuses, le chiffre est 1,7. Un peu mieux, mais encore beaucoup trop bas. La France en sort relativement bien avec 1,8, mais là aussi, on constate une baisse depuis 2010. Même dans les pays dotés de systèmes moins étendus, comme l'Italie ou l'Espagne, le chiffre s'y situe autour de 1,3. En dehors de l'Europe, la Corée du Sud et le Japon se situent à des niveaux spectaculaires, autour de 0,8 et 1,3. Ce qui est frappant, c'est qu'aucun pays développé, quelles que soient les incitations, n'atteint le niveau de remplacement. Cela montre que les incitations financières ne font que rarement bouger l'aiguille. Le problème est donc universel et l'augmentation du nombre de congés ne semble pas changer la donne. La proposition évoque également la garde d'enfants sur le modèle scandinave. Pourquoi pensez-vous que ce n'est pas une option réaliste pour la Belgique ? L'idée d'une garde d'enfants sur le modèle scandinave semble séduisante. Des soins accessibles, abordables et de qualité pour chaque enfant, comme en Suède ou au Danemark. Mais ce modèle ne fonctionne que si l'on dispose également de finances publiques de niveau scandinave, ce qui n'est pas le cas en Belgique. En Scandinavie, les systèmes sociaux sont financés par des impôts élevés, mais aussi par un gouvernement efficace et de faibles déficits budgétaires. Le Danemark affichait un excédent budgétaire de 1,5% en 2024 et la Suède se situe autour de l'équilibre budgétaire. En revanche, la Belgique est confrontée à un déficit budgétaire rouge foncé de plus de 4% du PIB en 2024. Et notre dette nationale dépasse déjà les 100% du PIB, l'une des plus élevées de l'Union européenne. La mise en œuvre d'un système scandinave de garde d'enfants coûterait des milliards. Nous ne disposons simplement pas de l'espace nécessaire. C'est une conclusion sévère.
Mais vous y voyez aussi une tendance plus large dans la façon dont la Belgique est gouvernée. Que voulez-vous dire par là ? Alors exactement, cette proposition illustre un problème plus profond dans la culture de gouvernance de la Belgique. Nous sommes incroyablement créatifs pour trouver de nouvelles façons de dépenser l'argent. Nous avons peu d'appétit pour économiser ou combler les déficits. La proposition est un exemple typique. Plus de congés parentaux et de services de garde d'enfants coûteux, sans plan pour les financer ou réduire d'autres dépenses. C'est ce que nous constatons régulièrement. Les politiciens aiment lancer des idées populaires pour plaire aux électeurs, mais parlent rarement de choix douloureux, comme la réduction des dépenses inefficaces ou la lutte contre les coûts de pension qui explosent en raison du vieillissement de la population. Selon la Commission européenne, la Belgique devrait réaliser des économies structurelles de 0,5% du PIB par an d'ici 2030 pour devenir financièrement saine. Mais au lieu de cela, nous accumulons de nouveaux projets sur un budget déjà fragile. C'est symptomatique d'une administration qui préfère rêver plutôt que de planifier de manière réaliste. Les meilleurs experts boursiers vous proposent des analyses des marchés internationaux, des conseils avisés et les dernières tendances économiques. Z sur 7, experts boursiers. Nous arrivons aux 5 dernières minutes du podcast et nous allons analyser les marchés financiers avec Guillaume Duchesne de la Banque Transatlantique. Aujourd'hui, on va parler de l'Organisation des pays exportateurs du pétrole. En effet, l'OPEP a annoncé récemment une nouvelle accélération du rythme de la production pour juillet. Explication de ce changement avec Guillaume Duchesne. Ils avaient déjà annoncé début d'année qu'ils allaient augmenter la production. Le message qui est clair et qui a été retenu, parce que c'est finalement plusieurs pays, c'est 8 pays de l'OPEP qui ont décidé, l'Arabie Saoudite et la Russie qui ont décidé notamment, d'augmenter cette production et de poursuivre et d'accélérer finalement cette production de manière générale. Et ce revirement a entraîné une baisse du pétrole. Alors oui, on va voir l'évolution du prix du Brent, d'un baril. C'est vrai que l'évolution n'est pas forcément favorable pour les producteurs de pétrole, parce que vous avez le pic de 2022, donc qui correspond à la crise ukrainienne, le début de la guerre. Et puis après, finalement, on était dans une évolution qui tournait autour des 80 depuis un petit moment, $80 le baril. Et puis, depuis le début de l'année, on voit qu'on touche quand même un niveau plus bas. On est à 65 aujourd'hui. Donc on est 20% environ en dessous de la moyenne de l'année dernière. Donc une évolution assez défavorable, même si la réaction du marché justement à ces annonces a été même plutôt positive. Alors ça semble paradoxal, mais sans doute que c'était déjà intégré dans le marché le fait que justement il y avait une volonté d'augmenter la production. Et malgré leur justification, on tente encore de comprendre cette décision. Alors, ils ont expliqué que c'est parce que le contexte économique, les fondamentaux économiques justifiaient cette augmentation de la production. On a du mal à le croire. Il y a encore le CDE qui a révisé les perspectives de croissance économique en dessous des 3%. C'est la première fois depuis la sortie du Covid. Donc on n'est pas dans un contexte qui est porteur pour la croissance. Donc on a du mal à le croire. Enfin, on pense qu'il y a d'autres arguments. Le premier argument, c'est d'aller plutôt dans le sens de Donald Trump. Vous vous souvenez, sa volonté, c'était quand même de faire baisser le prix du pétrole pour que le prix à la pompe soit moins important aux États-Unis. Donc ça, c'est une volonté, sans doute. Et puis, il y a aussi cette volonté d'essayer d'être hyper concurrentiel et de récupérer des parts de marché. Donc l'OPEP a quand même perdu des parts de marché depuis une dizaine d'années. On était à 70% des parts de marché. Aujourd'hui, on est en dessous des 60%. Et donc cette volonté, en fait, avec des prix qui sont plus bas, de casser le marché pour des producteurs qui auraient un seuil de rentabilité qui est bien plus haut que ce niveau de prix. On a l'impression que les différents acteurs de l'OPEP ne s'entendent pas vraiment. C'est vrai que la décision a été très compliquée au sein de l'OPEP. Donc on a eu effectivement la Russie qui était plutôt contre, parce que la Russie, elle a finalement besoin d'argent. Il faut financer la guerre. Vous avez également l'Algérie, qui n'est pas très favorable à cette idée de faire baisser les prix, parce qu'eux, ils ont un seuil de rentabilité qui est relativement élevé, un des plus élevés de l'OPEP. Donc pour eux, c'est pas une bonne nouvelle en termes d'évolution de leurs profits. Donc il y avait vraiment une évolution qui était pas forcément unanime. Et ça peut peut-être expliquer le comportement du marché qui se dit, pour la prochaine réunion qui aura lieu au mois de juillet, et de voir un petit peu ce qui peut se passer, de se dire que finalement, ils vont pas continuer cette augmentation de production. Donc il y a eu un effet qui a été quand même plus favorable sur le prix du pétrole, et on peut l'expliquer comme ça. Maintenant, il y a aussi certains membres de l'OPEP qui sont vraiment avec une vision qui est très indépendante. C'est le cas du Kazakhstan, qui produit massivement, donc qui ne respecte pas les quotas, et donc on voit bien que la cohésion du cartel, elle est quand même extrêmement complexe. Mais qu'en est-il des conséquences ? Guillaume Duchesne, pour conclure.
Pour le baril, à court terme, avec l'environnement économique, les PMI qui ont tendance à baisser, on l'a vu avec la Chine il n'y a pas longtemps, l'ISM encore, donc il y a une demande qui n'est pas vraiment là, qui n'est pas au rendez-vous, plus cette visibilité qui est relativement faible, on ne comprend pas ce que fait l'OPEP, donc ça pousse quand même peut-être le baril quand même plutôt vers le bas. Et puis pour les valeurs pétrolières, elles ont clairement sous-performé par rapport aux indices en Europe. Elles ont fait du 7% depuis le début de l'année contre 10% pour les indices, donc une contre-performance. Maintenant, il y a des intérêts au secteur, c'est notamment le dividende, parce qu'il y a un gros dividende qui apparemment est maintenu et qui est de 5% au lieu de 3% pour les indices européens. C'est tout pour l'épisode d'aujourd'hui. Merci à tous et toutes de nous avoir écoutés. On se retrouve demain avec plus d'analyses sur l'actualité dans un nouvel épisode de Z sur 7. Et de quoi parlerons-nous demain, Jean-Pascal ? Demain, vous retrouverez la rubrique à la une de Trends Tendance. Un journaliste vous emmènera dans les coulisses du magazine Trends Tendance de cette semaine. Vous y retrouverez également toutes vos analyses et actualités du monde économique. Mais en attendant, voici 1 minute de conseil pour mieux gérer l'énergie en entreprise. À demain. Mieux gérer l'énergie au sein de votre entreprise ? Ça commence par l'expertise de Luminus. Bonjour, je suis Quentin Janssen, directeur B2B chez Luminus. Avec mon équipe, nous aidons les entreprises belges dans l'électrification de leurs besoins. De plus en plus d'entreprises visent la neutralité carbone d'ici 2050, en cohérence avec les ambitions européennes. Dans le même temps, de nouvelles réglementations les obligent à mesurer leurs impacts climatiques et agir concrètement. Mais entre les audits, les plans de réduction, les rapports, tout cela devient vite complexe. Mon conseil ? Ne pas attendre. Mieux vaut commencer aujourd'hui, étape par étape. Tout cela commence par une feuille de route claire. Où pouvez-vous agir ? Isolation, chauffage, mobilité, efficacité énergétique, production locale. Les leviers sont nombreux. Chez Luminus, cela fait plus de 10 ans que nous accompagnons les entreprises dans ce type de trajectoire. Avec notre expertise énergétique et celle de nos filiales d'installation, nous construisons ensemble des solutions efficaces et rentables. Pas seulement parce que c'est obligatoire, mais parce que c'est le bon moment pour faire les bons choix. Ensemble, créons un avenir qui a du sens. Vous souhaitez en savoir davantage ? Visitez notre site web luminus.be/smartkits. Luminus ? Ensemble, faisons la différence.